Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, chers spectateurs, chers participants au Congrès international Semaine du bien-être et de la qualité de vie au travail. Merci d'avoir été avec nous pendant ces 5 jours de webconférence. Nous sommes à notre 4e conférence de la journée et dernière de ce rendez-vous du donner et du recevoir à l'occasion de ce congrès consacré aux entreprises et à la COVID-19, impact, retour d'expérience et recommandations. Et donc, pour boucler la boucle, nous avons prévu pour vous une conférence qui sera donnée par Adou Julien Kwabena. Tout à l'heure, il va se présenter et il va aborder la question de la vie professionnelle, vie personnelle, comment retrouver la voie de l'équilibre. Bonsoir Julien. Bonsoir Agué. Comment vas-tu? Très bien. C'est pas évident que un samedi après-midi, on soit encore en train de travailler, mais on t'essaie un bosseur. Donc merci d'avoir voulu partager 7 heures de ton temps avec nous et avec nos invités. Donc, avec toi, nous allons parler d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. C'est bien cela? C'est cela. Donc, vie personnelle, vie privée. Voilà, qui est Julien Adou Kwabena pour nos auditeurs et nos spectateurs? Ok, merci Arthur. Julien Kwabena est le directeur des ressources humaines et de la communication de la Chambre de commerce d'industrie de Côte d'Ivoire. Donc, je suis psychologue de formation et gestionnaire des ressources humaines. J'ai au moins 29 ans d'expérience professionnelle dans le domaine des ressources humaines. Okay. Également, je suis marié. Marié, ok. Il faut également noter que tu es 2e vice-président de l'APRACI. Tu peux nous en parler un peu plus, l'APRACI, qu'est-ce que vous faites? Oui, l'APRACI, c'est l'Association des professionnels de ressources humaines de Côte d'Ivoire qui s'occupe de tous les gestionnaires de ressources humaines, renforcement de capacités, échange d'expériences, coaching, etc. Et, voilà. Et l'APRACI est également partenaire de HS Group. Nous faisons beaucoup de choses ensemble. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Et j'aimerais là maintenant te laisser toute la latitude de développer ce que tu as prévu pour nous et pour nos auditeurs. Donc, à tout à l'heure. Donc, tu auras à peu près 40 minutes d'intervention et nous passerons le reste du temps avec des échanges, des questions-réponses. Ok. Merci. Ok, merci Arthur. Merci pour la confiance. Merci aussi pour tes partenaires, qui sont aussi nos partenaires de l'APRACI. Voilà. Donc, je dois vous entretenir sur le thème vie professionnelle, vie privée, retrouver la voie de l'équilibre. Donc, nous sortons, enfin, nous sommes en pleine période Covid. Et pendant la période de Covid, il y a eu de nouvelles méthodes de travail qui sont imposées à nous, notamment le télétravail, les webinaires, les vidéoconférences, etc. Et on utilisait beaucoup plus l'outil informatique pour travailler parce qu'on ne pouvait pas se déplacer et on ne pouvait pas se retrouver en grand nombre dans les entreprises. Donc, du coup, il y a eu un mélange entre la vie professionnelle et la vie privée parce que le travail s'invitait à la maison. Donc, aujourd'hui, nous allons voir d'abord le contexte, la problématique, la définition, la vie professionnelle et la vie personnelle. Un équilibre est-il possible? Et puis, par la fin, on va donner quelques conseils pour concilier vie professionnelle et vie privée. Il faut retenir que cette période de Covid nous a donné une double exigence, réussir sa vie professionnelle et sa vie privée. En temps normal, il est difficile de maintenir l'équilibre entre le travail et la vie professionnelle et la vie privée. Et cette période de Covid a rendu ça encore plus complexe. Donc, faire cet exercice en période de Covid, cela peut s'avérer encore plus compliqué. Comment le confinement, les nouvelles méthodes de travail, le télétravail, les doubles vacations pour certaines entreprises, on peut fragiliser l'organisation de la vie professionnelle et de la vie privée et comment s'en sortir. Donc, la problématique est de taille.
comment aider tous les professionnels à pouvoir allier la vie privée et la vie professionnelle. Donc, comment équilibrer donc cette vie? Et que doit-on faire, surtout quand on est salarié, pour réussir cette double exigence? Donc, quelques pistes vont nous aider à comprendre mieux cette double exigence. OK. Qu'est-ce qu'un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle? Pour les chercheurs en ressources humaines, c'est l'absence de conflit entre la vie privée et la vie professionnelle, où au départ, il importe d'harmoniser toutes les sphères de notre vie et de rassurer un équilibre entre la conciliation travail et vie personnelle. En réalité, s'il n'y a pas de déséquilibre, on peut concilier les deux. Le problème survient lorsque un déséquilibre intervient. Soit on met plus l'accent sur la vie professionnelle au détriment de la vie privée, soit on met l'accent sur la vie privée au détriment de la vie professionnelle. D'abord, nous allons voir au niveau de la vie familiale. Que se passe au niveau de la vie familiale? La vie familiale, il y a ce qu'on appelle un conflit de rôle. Un conflit de rôle qui nuit à d'autres sphères de l'indépendance du temps qu'on y consacre. Un enfant malade qui nécessite une assistante, par exemple, va obliger ses parents à s'occuper de cet enfant au détriment de leur carrière. Un parent atteint de Covid qui vit chez vous crée un problème parce que une fois que vous avez eu un contact avec cette personne, vous êtes obligé d'être en quarantaine. Et quand on vous met en quarantaine, vous ne pouvez pas travailler. Donc, ça joue sur votre poste de travail. Une femme enceinte, surtout les grossesses, on parle de 98 jours de congé de maternité. Pendant ces 98 jours de congé de maternité, elle n'est plus apte pour le travail. Il vous est peut-être arrivé de consulter vos mails au réveil en buvant votre café. Et souvent, les mails sont des mails professionnels. Et pendant qu'on est à la maison en train de prendre le café, on consulte le mail professionnel. Donc, on invite le travail à la maison. Le matin, dans les transports, surtout pour ceux qui prennent le train ou le métro, quand on est assis dans le train, on consulte ses mails. On essaie de travailler alors qu'on n'est pas encore arrivé au bureau. Le soir, après le dîner ou encore le week-end, et pendant les loisirs, on est scotché sur son ordinateur en train de travailler. On invite le travail encore à la maison. Le report des congés pour nécessité de service, alors qu'un voyage familial est prévu. Madame est prête avec les enfants et monsieur dit non, pour nécessité de service, il est obligé de reporter le voyage. Et ça perturbe le couple. Pensez au boulot tout le temps. Même à la maison, faire venir des travaux à la maison et rester connecté sur son ordinateur toute la nuit pendant que madame attend sur le lit. Tout cela joue sur la vie professionnelle et la vie privée. Au niveau de la vie professionnelle, qu'est-ce qu'il faut retenir? Pensons à une surcharge de tâches momentanées où nous n'arrivons pas à le faire. Quand l'impression de se sentir dépassé par les événements domine et persiste dans le temps. C'est-à-dire qu'on est au travail, on a du boulot, on n'arrive pas à terminer ses boulots et on débarque à la maison avec le reste des boulots pour venir terminer. Quand nous sommes pris dans un feu roulant d'événements, plusieurs événements en même temps dans l'entreprise, et vous êtes au boulot, au four au moulin, et vous oubliez même qu'il faut se rendre à la maison, et on reste tard à la maison, au bureau. Quand des collègues sont atteints de Covid, là encore, ça pose un problème. Parce que sur le même site, si un seul est atteint de Covid, on a oublié de mettre tout le monde en quarantaine. Et ça joue sur le travail. Quand nous faisons l'objet d'un harcèlement moral ou sexuel, l'harcèlement moral, un patron qui ne souhaite plus travailler avec vous, mais qui n'ose pas vous le dire correctement et qui vous harcèle moralement, ça vous perturbe et ça joue sur votre santé morale. Un harcèlement sexuel, une femme qui se sent harcelée par son patron, elle n'est plus apte à travailler et ça joue sur le travail. Et sa carrière peut prendre un coup. Quand nous manquons de moyens pour atteindre les objectifs fixés, c'est-à-dire qu'on vous donne des objectifs, mais ces objectifs ne sont pas accompagnés de moyens. Vous n'arrivez pas à faire face à vos objectifs alors que vous serez évalué à la fin de l'année. Ceci joue sur vous et joue aussi sur votre vie personnelle parce que ça crée le stress. Et quand on est stressé, alors on arrive à la maison tout énervé
et c'est les enfants, c'est madame, c'est tout le monde qui prend les pots cassés. Quand l'entreprise ne motive plus, pas de promotion salariale, pas de promotion catégorielle, pas de promotion interne, on a l'impression qu'on tourne en rond, on n'avance pas. Nos collègues des autres entreprises, c'est-à-dire ceux qui ont le même niveau que nous, même formation, même expérience, même diplôme, on les voit avancer. Et puis dans notre entreprise, on se rend compte qu'on n'avance pas. Ça crée des frustrations et ces frustrations rejaillissent sur notre vie privée. La pression au travail, c'est ça tellement qu'elle semble normale pour les salariés. Mon travail me prend la tête, cette charge mentale qui épuise les salariés. Donc tous ces faits vont jouer sur le salarié, vont entraîner la frustration des salariés, vont entraîner la démotivation des salariés. Et ça va jouer sur sa vie privée, ça va jouer sur sa vie familiale, ça va jouer sur sa vie à la maison. Vous avez peut-être effectué des choses personnelles, comme réserver un rendez-vous chez un médecin, un produit sur Amazon, ou partir plus tôt pour votre enfant à l'école, saisir un rapport d'une réunion ou du village, sortir du bureau pour participer à une association, à une réunion privée. Mais tous ces éléments-là vont jouer sur la vie professionnelle. Parce qu'on est en Afrique, on se rend compte qu'on est soit secrétaire ou président d'une association de village, et c'est au bureau, aux heures de travail qu'on saisit les rapports des réunions de village. On a partir de l'association privée et on pense au temps de travail pour faire un travail pour l'association privée qui n'a rien à voir avec son poste de travail. Ça, tout le monde le fait parce que c'est ce que, quand on fait la loi de parité, on se rend compte qu'on travaille souvent 20% pour soi-même et 80% pour l'entreprise. Et il y a des personnes qui vont au-delà, 80% pour eux-mêmes et 20% pour l'entreprise. Et à la fin de l'année, ils demandent une promotion. Les mesures prises par l'État dans le cadre de la COVID-19 et son impact sur les entreprises, état d'urgence, couvre-feu, fermeture des écoles, distanciation sociale, avec un fort impact sur les transports, déplacements limités, sauf pour les besoins essentiels, aménagement de l'organisation du travail, horaires équipe en rotation, travail à distance, etc., difficulté d'approvisionnement de trésorerie et chômage technique. Toutes ces mesures barrières pour faire face à la COVID ont impacté la vie professionnelle et aussi la vie familiale. Donc, le déséquilibre entre les deux sphères s'annonce avec les signes suivants. Le premier signe qu'on constate lorsqu'il y a un déséquilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, c'est de se sentir dépassé par les événements. Lorsque vous vous sentez dépassé par les événements, on ne sait plus où mettre la tête, on a le stress, on ne dort plus, ou on dort très peu, c'est qu'il y a un problème. Avoir l'impression de n'avoir aucun contrôle sur sa vie. Oui, quand on arrive à ce stade, c'est qu'il y a un déséquilibre. Penser que c'est le hasard qui la guide, là aussi, c'est un déséquilibre. Se sentir coupable parce qu'on néglige certains aspects de notre vie ou avoir de la difficulté à se concentrer pour ces différentes raisons. Par exemple, vous devez aller en vacances avec les enfants, mais votre patron s'oppose parce qu'il veut déplacer votre période de congé. Ok, vous acceptez pour nécessiter le service, mais une fois à la maison, vous devez faire face à madame et aux enfants. Et ça crée un déséquilibre. Ils ont l'impression que le travail est plus important pour vous par rapport à la vie familiale. Et c'est ce qui est à la base souvent des divorces. Il y a des divorces qui apparaissent. Il y a des familles qui sont séparées parce que monsieur consacre plus de temps au travail qu'à madame. Et vice-versa, madame aussi consacre plus de travail au travail qu'à monsieur. Nous développons une fatigue physique et mentale pouvant mener à des problèmes de santé, comme la perturbation du sommeil, l'affaiblissement du système immunitaire, les frustrations, de l'humeur et de l'ancienneté, le stress, le burn-out et la dépression. Donc, tous ces éléments vont jouer sur la santé mentale et physique de l'agent. La vie professionnelle et la vie personnelle, un équilibre est-il possible? Est-ce que, vu tel que nous venons d'expliquer, est-ce que c'est possible d'avoir un équilibre entre les deux? Comment décompresser après une journée de travail? C'est la question. Quand on parle de vie personnelle, la vie personnelle, il y a des paramètres qui influencent la vie personnelle. Le premier paramètre, c'est soi-même. Oui, on influence sa propre vie.
Parce que au niveau personnel, est-ce que je suis bien organisé? Est-ce que j'utilise correctement ou de manière rationnelle mon salaire pour faire face aux charges de la famille? Est-ce que je n'ai pas deux ou trois copines que je gère au dehors qui vont influencer ma vie personnelle? Est-ce que j'ai des projets d'avenir pour mes enfants et ma femme? Est-ce que je prépare ma retraite? Ça, c'est des paramètres personnels qui peuvent jouer sur la vie personnelle. Au niveau de la famille peut impacter la vie personnelle. Maman, papa, c'est-à-dire les parents biologiques, les ascendants, les frères, les cousins, les oncles, les grands-pères. Si tout le monde marche sur ton budget, ça déséquilibre le budget familial. Et le troisième paramètre, c'est les amis. Les amis influencent aussi la vie personnelle. Vous avez des amis qui préfèrent être en boîte avec vous que d'être autour d'une table pour réfléchir sur un projet d'avenir. Donc, on prend tout ce temps à aller boire, aller s'amuser, on gaspille son salaire. Et une fois à la maison, on n'a plus les moyens pour préparer l'avenir des enfants. Et à côté, on a la vie professionnelle, la carrière et le travail. Okay. Le travail, quand il est bien fait, aboutit à une réussite. C'est-à-dire qu'à une promotion, à une augmentation salariale, catégorielle, etc. Mais si le travail n'est pas bien fait, si vous n'atteignez pas vos objectifs, si vous n'êtes pas performant, compétent, votre carrière restera stagnante. Donc, voilà un peu comment il faut jouer. Donc, tel qu'on vient d'expliquer, est-ce qu'on peut avoir un équilibre? Autant de questions auxquelles on répond pour expliquer aux accros au boulot comment devenir expert en utilisant son agenda professionnel et familial. Oui, il faut être rationnel dans la gestion de sa vie personnelle, être rationnel dans la gestion de sa vie professionnelle. Et si on est rationnel, alors on peut aboutir à un équilibre. C'est vrai que c'est difficile l'équilibre. Il y a toujours un qui essaie de dépasser légèrement l'autre. Mais le conseil que j'ai à donner pour pouvoir aboutir à un format d'équilibre, c'est d'équilibrer les 4 cadrans de la vie. Les 4 cadrans de la vie, le premier cadran d'abord, c'est la vie privée. Le deuxième, la vie professionnelle. Le troisième, la santé. Et le quatrième, l'argent. Si ces 4 éléments, on arrive à les équilibrer, alors on peut aboutir à un équilibre et à une stabilité. J'explique. La santé d'abord. Lorsque l'individu a un problème de santé, ça joue sur les 3 autres. C'est-à-dire, je suis malade. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a le cancer. Quand vous avez le cancer, vous allez de médecin en médecin pour vous soigner, vous cherchez les moyens pour vous soigner. Donc, vous dépensez beaucoup d'argent pour vous soigner et vous n'êtes plus apte pour le travail. Donc, la vie professionnelle va prendre un coup parce que vous ne pouvez plus avoir de promotion. Vous avez un problème de santé à la maison, vous aurez un problème avec la vie conjugale parce que monsieur ne peut plus assurer correctement la maison. OK. Et quand monsieur ne peut pas assurer correctement, madame sort par la fenêtre. Et à son retour, monsieur est dans tous ses états, donc un problème de santé va se jouer. Donc, la seule maladie va entraîner un problème d'argent parce qu'on va prendre tout son salaire pour se soigner. Ça va entraîner un problème professionnel parce qu'on ne pourra plus être performant au travail pour avoir une promotion. Ça va entraîner un problème de vie privée parce que ça va créer des équilibres au niveau de la famille. Donc, voilà que c'est difficile d'équilibrer ces 4 cadrans de la vie. L'objectif est-il de mettre travail et vie personnelle au même pied? L'important, c'est de sentir le point d'équilibre et de travailler sur ce point d'équilibre, même si ce point d'équilibre diffère d'une personne à l'autre, et de s'y maintenir pour tout le temps. C'est pour cela que la santé physique et mentale crée souvent des ennuis. Certaines personnes, par exemple, peuvent avoir mis beaucoup d'efforts dans le choix d'une carrière qui leur apporte beaucoup de satisfaction et ont décidé de ne pas avoir d'enfants. C'est-à-dire qu'avoir des enfants sera un handicap pour lui pour réussir sa carrière. Donc, il préfère ne pas avoir d'enfants, mais de réussir sa carrière. C'est son choix. On ne peut pas le juger. Pour ceux, le point d'équilibre en matière de temps consacré à chacune des sphères de leur vie
ne sera pas au même endroit que celui d'une personne moins ambitieuse sur le plan de la carrière, mais ayant choisi d'investir beaucoup de temps et d'énergie dans sa famille. Donc, vous verrez que ce monsieur, il est à la retraite avec tous ses enfants en activité. Souvent, même le plus petit, il est gendarme. Les autres sont des professeurs d'université, des médecins, etc. Mais lui-même, il est resté un ouvrier du début de sa carrière jusqu'à la fin de sa carrière. Il a fait un choix. Il a misé, il a investi au niveau de ses enfants, mais il n'a pas investi au niveau de l'entreprise pour avoir une carrière réussie. C'est son choix. Et il sera fier à la fin de sa carrière parce que tous les enfants travaillent et ses enfants peuvent lui venir en aide. Donc, c'est vice-versa. Il y a certains qui vous diront, moi j'ai réussi parce que j'ai commencé comme ouvrier, aujourd'hui je suis directeur, ou bien je suis chef de service, ou je suis cadre. Donc j'ai réussi. Mais ce monsieur, il est directeur, il est chef de service, mais son compte en banque, il a combien? Il a combien d'immeubles à Abidjan? Il n'a même pas de maison à Abidjan, il loue encore une maison pendant qu'il part à la retraite alors qu'il est directeur. Est-ce qu'il a réussi sa carrière? Non, c'est la question qu'on se pose. Donc c'est une question de choix qui permettra d'atteindre les objectifs. Quels sont les avantages pour l'individu et l'employé pour concilier travail et vie personnelle? Oui, c'est très important pour le travail, par exemple. C'est une question de santé, d'estime de quantité des relations familiales. Un mauvais équilibre a des conflits et des séparations dans le sphère familiale répercute sur le milieu du travail. Quand un employé a des difficultés à la maison, madame veut partir, tous les parents interviennent pour négocier, pour mettre madame. Toute la nuit, on prend toute la nuit pour régler les problèmes familiaux. Le matin, quand il arrive au travail, il est fatigué, il a sommeil, il n'est plus apte pour le travail. Donc, un problème de vie familiale qui impacte le travail. Et ça, c'est le quotidien. Parce que souvent, quand on arrive, vous voyez que le taux d'absence est élevé, un taux d'absentéisme est élevé, parce que les agents ont des difficultés familiales et ils prennent tout leur temps à régler ces problèmes et ils arrivent le matin en retard. Et souvent, même quand ils sont au travail, ils demandent des permissions à tout azimut pour aller régler des problèmes de famille. Donc, un problème familial qui impacte une vie professionnelle. Les entreprises qui investissent dans des mesures de conciliation travail-vie professionnelle découvrent de plus en plus qu'il ne s'agit pas d'une dépense, mais d'un investissement qui réduit les taux d'absentéisme, qui augmente la productivité des employés et leur fidélisation. Oui, aujourd'hui, si on investit pour des formations sur la vie professionnelle, mais c'est un investissement effectivement, parce que quand l'employé ou l'employeur ne s'intéresse pas à la vie privée de ses employés, le résultat est faible. On atteint les résultats, on atteint les objectifs quand on a des employés qui ont moins de problèmes familiaux. Donc, on est obligé d'investir. La preuve, quand vous prenez la politique sociale des entreprises, on donne des prêts scolaires. Parce qu'on ne voudrait pas qu'à la rentrée, nos agents aient des soucis de rentrée. Lorsqu'ils ont des soucis pour inscrire des enfants, effectivement, ça joue sur leur travail. On met en place des cas de transport. Parce qu'on se dit que si l'agent a des soucis de déplacement, il ne sera pas performant. Donc, il faut l'aider à être à l'heure au travail en mettant en place des cas de transport. Nous avons des assurances santé, ce n'est pas obligatoire. La loi ivoirienne n'oblige pas une entreprise à assurer son personnel. Mais on le fait parce qu'on ne voudrait pas que nos agents aient des difficultés à se soigner, qu'il y ait des difficultés. La femme d'un agent qui doit accoucher par césarienne, et il a tous les soucis parce qu'il n'a pas les moyens, il faut au moins 800 000 francs en Côte d'Ivoire pour faire une césarienne. S'il n'a pas l'argent, sa femme peut mourir et il ne peut pas être apte à travailler. Donc, l'entreprise va intervenir. Donc, en faisant tout ce boulot, c'est une manière d'investir pour avoir des agents compétents, performants pour le travail. Qu'est-ce qui fait parfois obstacle à cette conciliation travail-vie personnelle? Oui, il y a des obstacles. Il y a des obstacles parce que le premier élément, c'est la précarité de l'emploi. La précarité de certains emplois peut causer du stress. Individus qui redoutent de perdre leur travail. Oui, on a peur. On se dit, si je ne fais pas ce que le patron demande, il peut me renvoyer. Souvent, il y a des assistantes
qui restent à 22 heures parce que leur patron demande de rester jusqu'à 22 heures parce que lui-même, il parle du travail à 22 heures. Et on se demande si son mari accepte cela. Souvent, le mari arrive dans le parking de l'entreprise pour attendre jusqu'à 22 heures pour accompagner sa femme. Mais si elle dit, je ne veux pas rester jusqu'à 22 heures, mais ce monsieur peut se séparer d'elle ou trouver l'emploi aujourd'hui. Donc, elle est obligée de subir ces contraintes temporelles. Donc, c'est la précarité de l'emploi qui fait que souvent, on n'arrive pas à concilier ces deux vies. Il y a aussi la pression à la performance. La mondialisation des marchés amène plus de compétitivité qui se transmet parfois aux employés sous forme de pression à la performance. Mais quand on demande des objectifs colossaux aux agents, mais ils sont obligés souvent de travailler à des heures tardives pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on leur demande. On a un projet, on vous dit, vous avez 3 mois pour réussir le projet. Mais on n'a plus de vie de famille. On est obligé de se consacrer entièrement à ce projet pour le réussir, pour faire plaisir à son patron. Donc, du coup, on n'est plus apte à s'occuper de la famille comme il faut. Il y a aussi le troisième élément, c'est la technologie. Oui, la technologie, un mal nécessaire. Aujourd'hui, nous avons des tablettes, des ordinateurs, des téléphones portables, Android, Internet. Donc, ça dit qu'on peut travailler partout, comme si on était au bureau. Donc, de la maison, on répond à nos mails, on résout des problèmes. Le patron peut vous appeler à n'importe quelle heure pour vous demander un avis sur un élément. Vous êtes obligé de répondre parce qu'il vous a mis à disposition un ordinateur, un portable, une tablette. Il met à votre disposition tous les éléments pour pouvoir vous joindre partout où vous serez. Donc, on a aboli de plus en plus la frontière entre le travail et la vie personnelle. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer personnellement en posant ses limites. Qu'est-ce qui fait parfois obstacle à cette vie? Le dernier point, c'est les réseaux sociaux. Oui. 3 salariés sur 4 consultent leurs mails pour répondre à des mails en dehors de leur temps de travail. Et ceci, ce qu'on appelle l'hyperconnexion. C'est-à-dire que pour tous les agents, c'est une hyperconnexion. On est tout le temps connecté et on voit tous les mails, souvent des collaborateurs, du patron, et on est obligé de répondre. Les différents outils de communication, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, la possibilité d'avoir le Wi-Fi ou la 4G pratiquement partout et la possibilité d'emmener son ordinateur personnel chez soi ont permis de mêler vie privée et vie professionnelle. On se compare aux gens de notre entourage et on se sent coupable ou on n'accomplit pas autant de choses sur le plan professionnel ou familial que les autres. Donc, on a envie de faire comme les autres, on a envie de réussir et on se connecte tout le temps, on travaille même à la maison et on ne s'occupe plus de la famille. Qu'est-ce qui facilite la conciliation? Pour une entreprise, la mise à disposition d'un programme de conciliation pour les travailleurs et l'ouverture de gestion de rapport à ce concept constitue un bon départ. On peut d'abord offrir des horaires flexibles aux employés. Oui, on peut offrir des horaires flexibles aux employés, des suppléments de congés parentaux, en plus de ceux qui sont déjà offerts par le Code du travail, des garderies en milieu de travail. Oui, cet élément est très important. C'est-à-dire que pour faciliter la conciliation de la vie privée et la vie professionnelle, il y a des pas qu'il faut franchir. Et le premier, c'est les horaires flexibles. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui disent on commence à 8 h, on finit à 17 h. Celui qui vient après 8 h, il y a une demande d'explication, il doit justifier. Et avant, tu peux partir à la maison avant 17 h. Mais qu'est-ce qui se passe? On a souvent des petits problèmes à la maison et on est obligé de rester au bureau pour régler. Et quand on reste au bureau pour régler, c'est le téléphone qu'on utilise pour faire la sauce à la maison souvent. C'est-à-dire que le matin, il y a des secrétaires qui viennent tôt parce qu'on leur demande de venir tôt. Ils n'ont pas eu le temps de rencontrer leurs servantes pour donner des consignes. Et du bureau, elles vont préparer la sauce avec la secrétaire. Et du coup, ça joue sur la consommation de l'entreprise. On va appeler, il faut aller au marché, il faut payer pour l'autre, c'est 1 franc, il faut payer piment, B5. Tonton dit, je vais manger ça ce soir, donc voilà ce que tu as fait. Ça, c'est le téléphone de l'entreprise qu'on utilise pour faire cette sauce-là. Et puis, on a constaté qu'en Afrique, aucune entreprise n'a prévu des garderies. Pas de garderie. Donc, quand madame accouche, il y a une servante qui s'occupe de l'enfant,
mais la servante à la maison avec l'enfant, il y a des heures d'allaitement. Et quand l'enfant pleure, l'enfant a des problèmes, on appelle madame, elle oublie d'abandonner le travail pour rejoindre. Aussi, il y avait des garderies. Elle venait avec la servante au travail, avec l'enfant, ils sont à la garderie. Elle peut chaque 2 heures passer, allaiter l'enfant, et puis venir travailler correctement, sans souci. Donc ça, on peut mettre en place des garderies pour faciliter la conciliation. Et puis les congés parentaux. En Afrique, en Côte d'Ivoire, le congé parental pour l'homme, c'est 2 jours. 2 jours. Je crois que c'est suffisant. Il faut revoir, il faut donner assez de temps à l'homme pour aller faire l'essai de naissance, pour s'occuper du nouveau-né. Comme madame a 90 jours de congé de maternité, on peut donner au moins 5 jours à l'homme pour lui permettre de tricher. Parce que souvent, ils sont au bureau et ils ont mieux de s'absenter pour aller régler ces petits problèmes à l'administration. Parce que le nouveau-né a besoin d'extrait de naissance, a besoin de ceci, en 2 jours, on ne peut pas faire tout ça. Chez l'individu, les facteurs qui favorisent une meilleure conciliation sont l'état de santé général, le niveau d'énergie, la capacité à être optimiste, à ne pas se sentir trop coupable, la capacité de déléguer des tâches, aussi bien dans le milieu de travail que dans la vie personnelle, et la confiance en soi, les aptitudes parentales démocratiques, c'est-à-dire la recherche d'équilibre entre la discipline et le plaisir avec les enfants, peuvent également y contribuer. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que chacun de nous a un niveau d'énergie et qu'il faut travailler avec les agents en fonction de leur niveau d'énergie. Donc, chaque collaborateur ou chaque patron ou chaque agent doit connaître le niveau d'énergie de ses collaborateurs et ne pas aller au-delà de ce niveau d'énergie. C'est-à-dire que si vous voulez confier un travail, vous devez être en mesure de savoir que l'agent peut faire le travail ou peut ne pas le faire. Maintenant, quand vous donnez quelque chose à un agent, une tâche à un agent qui est supérieur à son énergie, supérieur à sa capacité, c'est sûr que vous allez le stresser, c'est sûr qu'il ne pourra pas atteindre l'objectif. Et ça crée des problèmes qui vont trimballer à la maison et ça va venir influencer la vie familiale. Qu'est-ce qui facilite la conciliation? Le fait de miser trop sur l'un ou sur l'autre peut entraîner des problèmes de comportement chez l'enfant, qui à son tour va créer l'équilibre travail, vie personnelle. Gérer son stress, sentir temps pour se ressourcer et s'entourer d'un bon réseau sont des éléments favorisants. Certains choix individuels, par exemple, celui de prendre le transport en commun pour aller au travail, dans le but de relaxer et de lire si ce dont on en a besoin, alors il faut le faire. Je vais bien expliquer. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, vous allez voir qu'il y a des gens qui abandonnent, laissent leur voiture à la maison et prennent le métro. Okay. Donc, pendant les 30 ou 40 minutes de transport, il a le temps de lire des journaux, de se relaxer, au lieu de se stresser au volant avec l'embouteillage. Donc, quand vous êtes dans le bus à Abidjan, par exemple, on a des express. Vous êtes assis dans l'express, c'est climatisé. Vous avez le temps de lire de Yopougon jusqu'au plateau, sans vous stresser. Alors que si vous êtes au volant vous-même, avec l'embouteillage, alors vous êtes plus stressé. Donc, il y a des choix à faire. Soit on utilise le transport commun pour être moins stressé, ou bien on utilise son véhicule où le carburant augmente, où l'embouteillage est aidant, on a des difficultés pour rentrer. As-tu des habitudes, des habiletés personnelles à avoir pour concilier ces deux sphères? Oui, une bonne capacité à communiquer est essentielle. C'est surtout la communication qu'il faut développer. Dans une vie du couple, lorsque monsieur et madame ont des problèmes d'incompréhension sur la vie privée, la vie personnelle et professionnelle, il faut communiquer. Il faut communiquer et chacun doit connaître ses limites. Ça dit quoi? Qu'est-ce que je ne dois pas faire pour frustrer madame? Qu'est-ce que je ne dois pas faire pour frustrer monsieur? Qu'est-ce que je ne dois pas faire pour frustrer mon patron? Et qu'est-ce que je dois faire pour être performant au travail? Et ça, c'est des questions qu'on peut se poser et on essaie de voir ses limites personnelles pour pouvoir faire face à ces préoccupations. Un partage d'équilibre. Il est également c'est de faire un bilan sur une base régulière. 1 ou 2 fois par année, il est conseillé de faire une liste de ses priorités, de les placer en ordre d'importance et de calculer la proportion de temps qu'on accorde à chacune. C'est-à-dire que chacun de nous doit faire son bilan professionnel.
Et quand on fait son bilan professionnel, ça permet effectivement de faire un zoom sur sa vie professionnelle et aussi sa vie privée, de voir qu'est-ce qui est fait. Est-ce que ce que je fais jusque-là est bien fait? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois abandonner? Mais est-ce qu'on prend le temps de faire un bilan professionnel? Non, beaucoup n'en font pas. Or, c'est important. Il faut faire un bilan professionnel. Et ce bilan professionnel va nous aider à avoir nos capacités, à avoir nos limites, à avoir nos points forts et surtout nos points faibles. Et les points faibles, on essaie de les corriger. Quels sont mes points faibles à la maison? Quels sont mes points forts à la maison? Quels sont mes points faibles au travail? Quels sont mes points forts au travail? Lorsqu'on a ces 4 éléments, alors on sait sur quoi il faut jouer. On prend d'abord dans l'agenda des choses qu'on ne peut pas changer, comme l'horaire de travail. Oui, aller au travail à 8 heures et finir à 18 heures, on ne peut pas changer, c'est l'employeur qui impose. On peut en profiter pour revoir certains choix si l'équilibre n'est pas atteint. Voiture ou transport en commun pour aller au travail, on peut revoir ça. Distance du lieu de vie par rapport au lieu de travail, on peut changer de quartier. Si on estime qu'on habite loin de son lieu de travail, nombre d'activités parascolaires auxquelles sont inscrits les enfants, on peut revoir ou augmenter en fonction de nos priorités. Nombre de fois par semaine où l'on s'entraîne. Oui, est-ce qu'on fait du sport? Parce que le sport permet aussi de jouer sur les 4 cadrans de la vie. Tant à soi pour recharger notre batterie, pour rencontrer des amis, parce que quand on fait du sport, effectivement, on rencontre des amis, on échange avec eux et c'est du plaisir. Donc, nous allons donc voir la dernière partie qui sera donc des conseils dans ce domaine, bien sûr, des conseils qu'on va se donner pour réussir la vie privée et la vie professionnelle. Il n'y a pas de recette miracle, mais en appliquant quelques éléments, l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle peut s'atteindre. D'abord, prioriser ses missions. Une action simple que l'on peut mettre en place est de prioriser ses missions. C'est très important, il faut prioriser ses missions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire tout à la fois. Il faut savoir ce qu'on doit faire d'abord avant X. Il faut prioriser ses missions. Bon, on s'assoit, on essaie de définir tout ce qu'on a comme mission et on essaie de voir ce qui est prioritaire. Et ce qui n'est pas important, on annule. Deuxièmement, la délégation des tâches. Ne pas hésiter à déléguer son travail lorsque l'on se rend compte que l'on ne peut pas tout faire seul. Oui, il faut développer la délégation de pouvoir. Et que si on n'a pas développé, on aura tendance à tout faire et on ne fera rien en fin de compte. Parce qu'on accumule tout et on ne fait rien. Donc il faut déléguer. Si on a des collaborateurs, il faut repartir les tâches collaborateurs. Et à la maison aussi, c'est la même chose. Il faut définir les tâches. Quel est le rôle de madame? Quel est le rôle des enfants? Quel est le rôle de monsieur? Chacun doit jouer son rôle. Et si les rôles sont joués correctement, alors ça va créer moins de déséquilibre. Et oui, il faut apprendre à faire confiance à ses collègues, à ses enfants, à sa femme et à son entourage. Le troisième élément, c'est se donner des limites. Il faut aussi savoir se donner des limites. Par exemple, ne pas répondre à ses mails le week-end ou pendant les réunions. Parce que vous allez voir qu'il y a des gens, quand ils sont en réunion, au moment où la réunion se déroule, ils sont sur leur portable en train de manipuler. Et après, ils ne suivent même pas le fil de la réunion. Donc, il faut se donner des limites. C'est-à-dire quoi? À part de quelle période je ne dois plus toucher à mon portable. On peut se dire, il faut que je rentre à la maison, je n'ai plus accès à mon portable. Ou bien, je mets au restreint. C'est-à-dire, je reçois des appels, mais je n'appelle plus. Ou bien, je filtre les appels. C'est fait pour ne pas être stressé à la maison. Ou bien, je ne toucherai pas mon ordinateur portable à partir de 21h, par exemple. Ça, c'est des limites qu'on se donne. C'est-à-dire que je peux venir à la maison, je peux travailler peut-être 1 heure, 2 heures, mais à partir de 21h, je ne touche plus à mon ordinateur portable. Ça, on peut se fixer ce délai. C'est le cas de... Je prends l'exemple d'un spécialiste des sciences cognitives qui confie dans une interview donnée à l'usine non nouvelle, adaptée, sa manière de travailler en fonction des besoins. Ainsi, lorsqu'il souhaite se concentrer et rédiger des choses, il décide de ne pas regarder ses mails la journée. À l'inverse, lorsqu'il n'a pas besoin de se concentrer, il répond rapidement à ses mails. Donc,
le matin, quand on arrive, on peut décider jusqu'à midi de ne pas toucher ses mails et de signer les parapheurs, de faire les réunions. Et puis l'après-midi, on décide uniquement de répondre à tous les mails. C'est des choix qu'on fait. Parce que quand on veut faire tout à la fois, on finit par ne rien faire et ça joue sur le travail. Le quatrième élément, c'est s'octroyer des petites pauses et faire du sport. Oui, on travaille sans arrêt. On commence à 6 heures, on finit à 18 heures et souvent même on mange sur le lieu de travail. C'est-à-dire qu'on mange sur sa table de travail et on enchaîne le travail. Mais quand on fait ça, le soir, on est plus fatigué. Parce qu'il faut aménager des temps de repos dans le travail. Et pour un adulte, normalement, un adulte, après chaque 2 heures, doit prendre 15 minutes de pause. Et comme c'est en entreprise, les 15 minutes de pause, c'est de changer carrément l'activité, ou bien de faire une petite marche. Donc, c'est important qu'aux heures de pause, on cesse toute activité pour récupérer, pour permettre à l'organisme de se ressaisir. Donc, il faut faire des pauses. Il faut faire des pauses goûtées, comme les enfants le font à la maison. Il faut aérer le bureau et aérer même l'individu en sortant un peu du bureau, faire quelques pas et revenir. Et puis faire une sieste si possible. C'est important. Ça permet à l'organisme de récupérer. Pratiquer au moins un sport. Oui. Ça dit quoi? Tout travailleur, tout salarié doit pratiquer un sport. Ça peut être la natation, ça peut être le fitness, la marche. Il faut faire un sport. Ne serait-ce que 1 ou 2 fois par semaine. C'est important. Ça permet à l'organisme de récupérer. Tous ces moments de bien-être vous permettront d'être plus heureux. Et le 5e élément, ou 5e conseil que je donne, c'est de couper l'accès aux mails en dehors de ces temps de travail. Oui. Volkswagen, par exemple, a instauré en 2014 un non-accès à ces mails entre 20h et 7h du matin. C'est-à-dire qu'à partir de 20h, le serveur de l'entreprise est interrompu. Donc, on ne peut plus avoir accès à vos mails jusqu'à 7h du matin. Et dans quelques banques en Côte d'Ivoire ici, à partir de 18h, on n'a plus accès à son compte, à son mail, à partir de 20h, 18h. Donc, si vous restez au bureau, vous ne pouvez plus avoir accès à votre mail. Et c'est le matin que les informaticiens remettent en marche. Si cette technique peut avoir des effets positifs, elle peut aussi avoir des effets inverses. Un salarié avec une charge de travail importante pourrait sauter ses déjeuners, ses pauses et travailler non-stop pendant une période longue. C'est-à-dire quoi? S'il sait qu'à 18h, il n'aura plus accès à ses mails, au lieu de manger à midi, il va faire une journée continue. Donc c'est pour cela qu'il faut voir l'énergie de l'individu, sa capacité pour ne pas lui donner beaucoup de boulot. Parce que s'il ne peut pas faire dans le délai, c'est qu'il n'a pas la compétence pour le travail. OK? 6e, tenez une montre du temps social et du loisir sain. C'est quoi une montre du temps social et du loisir sain? Les relations qui vous usent et qui vous fatiguent, si vous ne pouvez pas les améliorer, surtout, ne passez pas du temps. C'est simple. Ça dit quoi? Vous voulez faire du social. Un temps social. Le temps social, c'est-à-dire se faire plaisir, aller à des réunions de village, aller faire du sport ou quelque chose. Mais vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de temps pour le faire parce que le travail vous prend assez de temps. OK. Mais si vous ne tenez pas un calendrier ferme pour dire de telle période à telle période, voilà ce que je dois faire, de telle période à telle période, voilà ce que je dois faire, si vous ne faites pas une bonne gestion de votre temps, alors vous allez tout mélanger. Et quand tout est mélangé, alors ça joue sur votre santé. Ça dit quoi? Ça dit qu'au lieu de faire du sport, vous prenez le temps du sport pour faire un travail de l'entreprise. Et quand vous arrivez en entreprise, vous prenez le temps de l'entreprise pour faire un travail de votre association de village. Donc, tout est mélangé. On ne sait plus à quel moment vous êtes performant. On ne sait pas à quel moment on doit vous faire confiance parce que vous mélangez tout dans votre travail. Surtout, ne passez pas du temps qui vous rend meilleur et plus épanoui. Pour être épanoui, la cigarette, l'alcool n'ont pas besoin d'être au rendez-vous. Et puis, sachez, quand vous devez partir pour aller vous occuper de vous, de votre famille et de votre travail.
y a certains qui noient leur chagrin dans l'alcool. Oui, ils quittent le boulot, ils s'en vont dans un bar, ils vont prendre 2 Guinness, noyer leur chagrin avant d'aller à la maison. Mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'avoir un temps social bien cadré et de l'assumer. Il y a des difficultés à la maison, on rentre tôt pour les régler. Et tout à l'heure, je parlais de communication. Il faut instaurer la communication avec madame. Et quand on communique avec madame, on communique avec les enfants, alors on règle ces problèmes-là. Et en entreprise, c'est la même chose. Quand on utilise bien votre énergie, c'est la marque d'énergie qui vous rend inutile et nuisible à la maison. Ne vous en prenez pas inutilement à vos enfants, à vos collègues, managers, ni à votre conjoint. Parce que, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que lorsque il y a un déséquilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, on ne fait plus de limites, c'est nos limites. On arrive à la maison, monsieur, une fois qu'il franchit le seuil de la maison, il est énervé. Il crie sur tout le monde à la maison, sur madame, sur les enfants. C'est-à-dire que tout le monde est responsable de ces problèmes. Et au travail, c'est la même chose. Il est coléreux, impulsif. Ses collègues, tout le monde évite, tout le monde a peur de rentrer dans son bureau. Parce qu'en réalité, il n'arrive pas à canaliser son énergie. Il n'arrive pas à prioriser ses choix, ses missions. Il mélange tout et il ne s'en sort pas. Et il pense que tout le monde est responsable de ses problèmes. Donc, à la maison, quand il arrive au salon, tout le monde est dans les chambres. Soit la télécommande, il utilise, bon, moi je vais regarder Canal, et puis personne ne doit regarder son émission. Il ne cherche même pas à communiquer avec les enfants pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder. Parce que monsieur s'impose partout. Donc c'est cette énergie qui est mal utilisée qu'on peut essayer de canaliser. Julien, tu m'entends? Oui. Il nous reste 5 minutes. Hein? OK. Donc cette énergie qu'il faut bien utiliser pour ne pas s'exposer à la maison, ne pas s'exposer au travail. Parce qu'au travail, les collègues, quand vous criez sur tout le monde, à un moment donné, personne ne veut venir vous déposer un parfum. C'est-à-dire que, ou bien on dépose le parfum, personne ne veut venir retirer parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la suite. Et pour terminer, si vous êtes en couple, apportez de la valeur ajoutée au conjoint. Les gens à qui nous sommes utiles savent nous rendre la monnaie pour mieux leur revenir et nous soutenir dans tous nos projets. Si vous êtes nuisible ou inutile, votre conjoint va penser que c'est votre travail qui est la cause. Vous pouvez vous sentirez coupable et accuser votre travail à tort. Donc, en conclusion, il faut d'abord respecter les mesures barrières que l'État a données, l'état d'urgence, couvre-feu, etc. Bon, tout le monde connaît les mesures barrières, la distanciation sociale, porter les masques, etc. Et quand on fait ça, alors on évite les maladies. Et quand on évite les maladies professionnelles, alors on ne vient pas créer des problèmes au niveau du couple. Pour que l'équilibre se fasse, la meilleure façon pour les managers, doit montrer l'exemple et affirmer clairement pour les salariés qu'ils peuvent se déconnecter du travail et vivre pleinement leur vie privée lorsqu'ils sortent de leur lieu de travail. L'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle serait notamment amélioré avec le management par les talents qui s'appuient non pas sur les objectifs à remplir, mais sur les forces de chacun et permet de motiver davantage les salariés. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup à toi, Julien. Merci pour ta présentation. Moi, j'ai pris beaucoup de notes parce que c'était beaucoup plus des conseils. Tu étais très pratique, très pragmatique à partir des exemples que tu prenais, des comportements et des attitudes au quotidien hein, dans les différentes entreprises. Donc, moi, je tenais à te dire merci. Donc, finalement, nous retenons de ce que moi j'ai pu retenir de cette présentation, c'est que finalement, pour que l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle se fasse, il faut équilibrer les 4 cadrans. Tout à l'heure, tu as parlé des 4 cadrans. Je crois qu'il y a une question même qui est relative aux 4 cadrans, donc tu auras peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Et tu as donné également des attitudes
aussi bien au niveau individuel, au niveau familial, au niveau de l'entreprise, les attitudes à adopter justement pour arriver à cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Donc, il nous reste 5 minutes à peu près. Il y a deux questions qui nous viennent de nos auditeurs. La première question, une dame demande, est-ce que vous pouvez donner plus d'explications sur le fonctionnement des 4 cadrans à équilibrer? OK, je peux répondre en même temps? Oui, tu peux répondre en même temps. OK, les 4 cadrans équilibrés, parce qu'en réalité, la vie se résume aux 4. La vie privée, la vie professionnelle. Quand j'ai pris tout à l'heure l'exemple de la vie de la santé, quand un seul est déséquilibré, il déséquilibre les 3 autres. Allô? Donc, pour avoir un semblant d'équilibre, les 3 sont plus ou moins équilibrés, qui fait un investissement dans les 3 B. Vous connaissez les 3 B? Allez-y, je pense qu'on souhaite savoir les 3 B. Oui, vous travaillez, vous êtes salarié, vous faites un investissement dans les 3 B. Les 3 B, c'est quoi? C'est que tout ce salaire rentre dans les boîtes de nuit, des bars, donc tout ce qui est boisson. Tout ce salaire rentre dans tout ce qui est buvette, à des alcool. OK. Et puis, ça rentre dans tout ce qui est, bon, aller à l'hôtel, si tu veux. Mais quand vous faites un tel investissement, un jeune cadre qui fait un tel investissement, au départ, il est seul, il n'a pas d'enfant. Mais quand vous avez une femme, un premier enfant, un deuxième enfant, et que ces investissements ne sont pas rentables parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement, à un moment donné, vous n'avez plus d'argent. Et comme vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez avance sur aller au travail, vous vous endettez chez les usuriers. Et quand on est endetté et que vous êtes poursuivi par ces usuriers, ça joue sur votre carrière. Parce que quand le patron sait que vous n'êtes pas rentable, parce que vous avez des problèmes de famille, il y a des usuriers qui viennent souvent taper à la porte de l'entreprise parce que vous devez. Et souvent, même, ils n'ont même pas leur carte magnétique avec eux, ça avec les usuriers. Mais quand vous avez la carte magnétique avec un usurier qui prend l'argent sur votre compte avant vous, combien qui reste pour pouvoir vivre? Donc, du coup, le problème de famille, c'est-à-dire la malgestion de son salaire, a entraîné un problème au niveau de l'entreprise. Donc, vous ne pouvez pas bénéficier de carrière. Et le retour, c'est que ça va créer des frustrations, un stress qui va entraîner une maladie somatique. Donc, la santé. Donc, la vie privée a pris un coup à partir de cet exemple. La santé a pris un coup à partir de cet exemple. La carrière a pris un coup à partir de cet exemple. Donc, un seul qui est déséquilibré déséquilibre les 3 autres. Donc, en conclusion, si vous voulez avoir un semblant d'équilibre, il faut d'abord que la vie privée soit stable, que monsieur, madame, les enfants aient une bonne communication, il n'y a pas de difficulté, qu'au niveau du travail, vous avez les aptitudes qu'il faut, vous travaillez correctement, vous avez les promotions qu'il faut, sans problème, et que vous épargnez, ne serait-ce qu'au moins 10% de votre salaire chaque mois, qui vous permettra de faire des investissements. Voilà ce que je peux dire sur les 4 cadrans. Est-ce que tu peux rappeler les 4 cadrans? Qu'est-ce que c'est? Quels sont les 4 cadrans? C'est la vie privée, la vie professionnelle, la santé et l'argent. OK. Vie privée, vie professionnelle, la santé et l'argent. Je crois qu'il y a une dernière question. C'est Eric qui dit, est-il possible d'équilibrer les 4 cadrans de la vie dont vous avez fait mention? Ne dit-on pas qu'on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois? Mais si on vous dit que quand un seul est déséquilibré, il déséquilibre les autres. Donc, ça dit que si vous voulez réussir, vous êtes obligé d'équilibrer, d'avoir un semblant d'équilibre. C'est vrai, ce n'est pas un équilibre parfait, mais un semblant d'équilibre. Il ne faudrait pas qu'un seul traîne les autres vers l'arrière. C'est ça, en fait, ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si vous avez un problème de santé qui vous emmène à dépenser tous vos salaires pour vous soigner, ce n'est pas sûr que vous ayez de l'argent pour gérer votre famille. Et vos enfants, surtout les filles, quand vous ne les prenez pas en charge, elles se font prendre en charge au dehors. Donc, elles vont venir avec des grossesses. Vos petits-enfants seront des délinquants et ça va déséquilibrer votre vie. OK. Merci beaucoup à toi, Julien Adou. Je rappelle que Julien Adou Kouabena est directeur des ressources humaines et de la communication de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Il est aussi le 2e vice-président de l'APRACI, qui est l'Association des professionnels des ressources humaines de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Julien. Merci d'avoir pris de ton temps
Merci pour ces conseils. Merci d'avoir été avec nous. Et merci également de nous avoir soutenus, hein, la PRACI, tout au long de ce congrès. Quel est ton mot de fin? Non, mon mot de fin, c'est de vous dire merci, surtout toi, Arthur, parce que tu as été d'un apport vraiment capital pour cette conférence. Merci. Merci. Et puis, bon, la PRCI, comme tu l'as dit, on est toujours à votre disposition. On vous accompagnera chaque année, chaque fois qu'on sera sollicité. Merci pour des initiatives de ce genre, parce que ça permet de changer les expériences et d'apporter un plus à nos collaborateurs. Merci. Okay. En tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à tous ceux qui se sont joints à nous. Et dans 2 minutes à peu près, nous allons procéder à la clôture de ce congrès. Merci beaucoup et à toi. Et à très bientôt, Julien. Ok, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est bon. C'est bon. D'accord, c'est quelle matière? C'est bon. Ça va, elle est là. Ok. Bonjour Arthur. Bonjour David. Alors je ne peux pas mettre ma vidéo, c'est à toi de la mettre, je crois. Tu peux l'activer, hein? Oui, mais c'est à toi de l'activer, je crois. Si, je l'ai déjà activé, j'ai déjà activé. Ah bon? Je n'ai pas la main, c'est toi qui peux l'activer. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Parfait. Voilà, donc merci à vous, chers auditeurs, chers participants, vous qui êtes restés jusqu'à cette heure, à cette dernière conférence du congrès à laquelle vous avez participé tout à l'heure. Je reçois David Maillet, PDG de Stimulus. Bonsoir, David. Bonsoir, Arthur. Là, nous sommes à la clôture de ce congrès international, Semaine du bien-être de la qualité de vie au travail. Pendant 5 jours, nous avons parcouru 4 thématiques, du moins 5 thématiques. La première journée, le mardi, était consacrée à l'organisation du travail. La deuxième journée a été consacrée à la santé psychologique au travail. Pendant la troisième journée, nous avons parlé des pratiques managériales. La quatrième journée, nous avons parlé du dialogue social et aujourd'hui, nous sommes consacrés à la gestion des ressources humaines et à l'équilibre vie personnelle. Quel est ton sentiment à la fin de ce congrès? Déjà, un sentiment de gratitude, Arthur, parce que organiser un congrès cette année, c'est un défi et bravo de l'avoir relevé et d'avoir mobilisé les énergies, que ce soit en Europe ou en Afrique, que ce soit les animateurs, que ce soit les participants. Bon, je crois que c'était un très beau challenge que d'organiser ce congrès. Donc déjà, bravo pour cela. Ensuite, je crois que c'est important d'avoir ces moments-là où on partage finalement sur du vécu, sur l'expérience et sur de l'expertise. Donc sur ces différents sujets qui touchent aussi bien des questions d'organisation, des questions de management et l'impact finalement de ces organisations et du management du travail sur la santé des collaborateurs. Et puis enfin, le dernier point, c'est que moi je suis très très heureux d'avoir finalement pendant 5 jours construit un pont entre Paris et Abidjan. Et ce que je veux dire, c'est que tous les collaborateurs de Stimulus qui ont participé à ce congrès ont vécu une expérience sympa, des interactions très heureuses avec l'ensemble des participants et des animateurs. Et de ce point de vue-là, je dirais bravo, c'est une belle réussite. Et ce que moi j'ai envie de formuler pour la suite, eh bien, c'est que cette expérience puisse être pérennisée
Oui. dans les années qui viennent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Stimulus, c'est évidemment une entreprise européenne, mais on sera évidemment à tes côtés si de nouvelles initiatives de ce type étaient prises. La santé psychologique au travail, c'est un enjeu très important pour les entreprises, Ouais. évidemment en Europe, mais également en Afrique. Et si on peut profiter finalement de ces moments pour faire avancer et progresser les entreprises africaines sur ce sujet, on sera ravis. Voilà. Donc, je pense qu'on est au début de l'histoire. Bravo de ce moment exceptionnel dans une période qui également est exceptionnelle. Ouais. Mais voilà, c'était mon petit mot de conclusion. Merci à toi, David, et félicitations et merci à toute l'équipe Stimulus qui nous a également accompagnés à travers. On a senti vraiment cet espace d'échange entre les réalités africaines et les réalités européennes, quoi qu'on vivait la même crise sanitaire, mais on l'a vécu de différentes façons. Et je crois que cela a été on a pu le sentir à travers les partages des différents intervenants africains et européens. Et là, je tenais à te féliciter, à te dire merci parce que tu n'as pas hésité tout de suite d'accompagner cette initiative. Juste vous donner quelques éléments de statistiques. Sur cet événement, nous avons eu 795 personnes inscrites. C'est vrai que c'était en deçà de nos prévisions, mais voilà, à situation exceptionnelle, voilà, attitude exceptionnelle. Donc, on a eu 795 participants inscrits et finalement, sur les 5 jours, nous avons enregistré 537 personnes qui ont participé aux différentes. Ah là, je viens d'avoir une mise à jour. C'est plutôt 798 participants qui se sont inscrits et nous avons eu 537 personnes pendant ces 5 jours qui ont pu participer et interagir avec. Donc, bravo à tous et à toutes. Et le meilleur est à venir parce que l'année prochaine, nous aurons l'autre édition du Congrès international à la même date. Ça sera du 8 au 12 septembre 2021. La thématique, vous la saurez au mois de janvier 2021. Et un autre rendez-vous aussi important que celui de septembre, c'est que du 3 au 9 juin 2021, nous aurons la semaine du bien-être et de la qualité de vie au travail à Abidjan. Et là, ça sera en présentiel. Ça sera en présentiel. Le thème, il est déjà connu, c'est la qualité de vie au travail, un enjeu stratégique pour la performance des entreprises africaines. Je reprends, la qualité de vie au travail, un enjeu stratégique pour la performance des entreprises africaines. Et donc là, nous vous y attendons à cet événement du donner, du recevoir. Il y aura beaucoup d'informations qui vont circuler. En tout cas, merci beaucoup à toi, David. Merci d'avoir été avec nous. Et à vous également qui nous suivez, qui continuez de nous suivre. Merci et à très bientôt à l'année prochaine. Merci Arthur. Merci à l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir.